Certaines morts semblent avoir des réponses claires au premier abord, mais à mesure que les preuves s'accumulent, l'histoire se transforme en quelque chose de bien plus troublant. Les mensonges sont démasqués, les secrets refont surface, et ce qui paraissait simple devient presque incroyable. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 cas réels de morts dérangeantes qui ont été résolus grâce à des rebondissements choquants et inattendus. Des histoires qui prouvent que la vérité peut être plus étrange que tout ce qu'on peut imaginer. Le 2 mai 2001, à Chevy Chase, dans le Maryland, Leslie Prayer, 50 ans, qui travaillait dans la production publicitaire, ne s'est pas présentée à son travail. Elle était toujours ponctuelle, alors quand elle a manqué toute une matinée sans appeler, ses collègues se sont inquiétés. L'un d'eux a appelé son mari, Carl Prayer. Carl avait vu Leslie pour la dernière fois vers 7h45 ce matin-là, et tout semblait normal. Mais l'appel l'a inquiété. Alors, lui et sa collègue se sont rendus à la maison. Quand ils sont entrés, ils ont été accueillis par une scène dérangeante. Du sang était visible dans le hall d'entrée. Carl a cherché frénétiquement, appelant sa femme. À l'étage, ils ont trouvé son corps. Elle présentait des signes évidents de traumatisme et il y avait des preuves d'une lutte violente. Pourtant, il n'y avait pas d'effraction. Le quartier était calme et la criminalité y était rare. La police n'avait même jamais été appelée au domicile des Prayer auparavant. La scène était brutale. Du sang a été retrouvé dans toute la maison, en particulier dans la chambre à l'étage. L'autopsie a révélé plus tard que Leslie était morte des suites de blessures par objet contondant pendant la lutte. Sous ses ongles, les enquêteurs ont trouvé de l'ADN. Elle s'était défendue, mais en 2001, il n'y avait aucune correspondance dans les bases de données. L'affaire est rapidement devenue une affaire non élucidée. À cette époque, la fille adolescente de Leslie, Lauren, fréquentait un homme nommé Eugene Gleigor. Il avait 21 ans, seulement quelques années de plus qu'elle, et la famille lui faisait confiance. Leur relation avait commencé quand Lauren avait 15 ans et les deux familles étaient proches. Personne ne l'a soupçonné. Après les funérailles de Leslie, l'affaire a disparu de l'attention du public. La police a conservé les preuves, mais sans piste, le dossier est resté non résolu. Lauren a passé les 20 années suivantes sans savoir qui était responsable. En 2022, la police du comté de Montgomery a commencé à rouvrir des affaires non résolues en utilisant la généalogie génétique. Au lieu de ne chercher que des correspondances ADN directes, cette méthode utilise des correspondances partielles provenant de bases de données généalogiques, retraçant des parents éloignés et construisant des arbres généalogiques. Les détectives ont soumis l'ADN de la scène du crime de 2001. Les résultats sont revenus avec une correspondance lointaine en Roumanie. À partir de là, les enquêteurs ont retracé l'arbre généalogique jusqu'à ce qu'un nom se détache, Eugene Gleigor. Cela a choqué les enquêteurs. Ce n'était pas juste un nom. Il avait été à l'intérieur de la maison des Prayer, avait fréquenté Lauren et avait bien connu Leslie. Pire encore, son ADN n'a pas été trouvé à un seul endroit. Il était partout dans la maison, y compris sous les ongles de Leslie. Elle l'avait griffé pendant le combat, laissant derrière elle une preuve indéniable. Pour en être certain, les enquêteurs l'ont suivi discrètement. Lors d'un contrôle de sécurité à l'aéroport, on lui a donné une bouteille d'eau. Une fois jetée, elle a été testée. L'ADN correspondait. Le 18 juin 2024, le groupe de travail des US Marshals a arrêté Gleigor à Washington, D.C. Il avait 44 ans, vivait tranquillement et travaillait dans l'immobilier. Ses collègues l'ont décrit comme calme et positif. Personne n'aurait cru qu'il ait pu être impliqué. Pour Lauren, la nouvelle a été accablante. Elle a raconté à Fox 5 qu'elle avait croisé Gleigor un an plus tôt dans un restaurant. Ils avaient discuté de manière décontractée. Rien chez lui ne semblait étrange. Apprendre qu'il était le responsable l'a laissé abasourdi. Il n'y a jamais eu de mobile clair. La police a déclaré que Gleigor avait été un adolescent en difficulté, mais rien ne le liait directement à une telle violence. À ce jour, aucune explication n'a été donnée. Ce qui a rendu la trahison encore plus terrible était l'absence d'effraction. Leslie l'a probablement laissé entrer volontairement sans se rendre compte du danger. L'affaire est devenue historique pour le Maryland. C'était la première fois qu'une affaire était résolue grâce à la généalogie génétique dans l'État. Les enquêteurs ont déclaré que le travail avait été long et difficile, mais qu'il apportait une solution après 23 ans. Gleigor a été inculpé de meurtre au premier degré, charge qui a ensuite été réduite au deuxième degré. Il a plaidé coupable en 2025. Sa peine sera prononcée le 28 août, avec une peine maximale de 30 ans. Pour la famille Prayer, la justice est enfin arrivée. Mais l'homme responsable était sous leurs yeux depuis des décennies. Autrefois accueilli chez eux, puis considéré comme un visage de confiance, personne n'aurait imaginé que c'était lui qui leur avait tout pris. Le 16 octobre 1955, à Chicago dans l'Illinois, Robert Peterson, 14 ans, et ses deux amis, John Schussler, 13 ans, et son frère cadet Anton, 11 ans, avaient un plan simple pour ce dimanche. Ils allaient en ville voir un documentaire de Disney.
le Lion d'Afrique, au Loop Theatre sur North State Street. Les garçons étaient des amis proches, bien connus dans leur quartier. John espérait devenir prêtre. Anton rêvait d'être vétérinaire et Robert adorait le bowling. Ils ont quitté leur maison de Jefferson Park dans l'après-midi, prévoyant de revenir avant la soirée, mais ils ne sont jamais rentrés. Quand la nuit est tombée, leurs parents se sont inquiétés. Le père de Robert, Malcolm, s'est rendu au poste de police de Gale Street pour signaler leur disparition. Un jeune détective, James Jack, venait de terminer son quart, mais est resté pour aider aux recherches. Aux côtés de son partenaire, il a ratissé les rues pluvieuses de Chicago, mais les garçons étaient introuvables. Le lendemain, les familles ont refait le parcours des garçons. Elles ont appris que les garçons s'étaient rendus au théâtre, puis plus tard au bowling Monte Cristo sur West Montrose Avenue, à environ 13 km du centre-ville. Après cela, la piste s'est arrêtée. 2 jours plus tard, le 18 octobre, un homme qui se promenait près de la réserve forestière de Robinson Woods a aperçu ce qui ressemblait à un corps dans un fossé. Il a appelé la police. Ce qu'ils ont trouvé a choqué la ville. Les corps de Robert, John et Anton étaient empilés dans un fossé peu profond. Ils avaient été déshabillés, bâillonnés, ligotés et étranglés. Le corps de Robert présentait également 14 profondes entailles à la tête. Aucun vêtement, ni preuve claire n'a été trouvée. La scène n'a pas été sécurisée et les journalistes et les policiers l'ont piétinée, détruisant des indices potentiels. La médecine légale en 1955 était limitée, donc les enquêteurs avaient peu d'éléments pour travailler. L'affaire est rapidement devenue une affaire très médiatisée. Mais malgré des tuyaux, comme des cris entendus aux écuries Idle Hour voisines et des traces de pneus sur la scène, les pistes n'ont pas été correctement suivies. Des mois plus tard, en mai 1956, les écuries ont brûlé, ce que beaucoup ont soupçonné être un incendie criminel destiné à détruire des preuves. L'affaire est alors devenue une affaire non élucidée. La tragédie a également eu des conséquences sur les familles. Juste un mois après avoir perdu ses fils, le père d'Anton est mort d'une crise cardiaque. Le détective Jack n'a jamais oublié l'affaire. Même en vieillissant, il a visité les tombes des garçons chaque année et a ensuite écrit un livre, Three Boys Missing. Ce n'est que dans les années 1990 qu'une nouvelle piste a émergé. En 1994, des agents fédéraux qui enquêtaient sur la disparition de la riche héritière Ellen Brash ont commencé à entendre le nom de Kenneth Hansen. Plusieurs personnes ont affirmé que Hansen avait admis avoir tué les 3 garçons dans les années 1950. Un informateur s'est souvenu qu'il avait averti que quiconque le contrarierait finirait comme le garçon Peterson. Hansen avait travaillé aux écuries Idle Hour en 1955 et vivait près de l'endroit où les garçons avait été vu pour la dernière fois. Il avait également été arrêté pour incendie criminel en 1970, ce qui a aidé les agents à obtenir un mandat. En juillet 1994, Hansen a été arrêté et inculpé. Les enquêteurs pensaient qu'il avait attiré les garçons alors qu'ils faisaient de l'autostop, leur promettant de leur montrer des chevaux. Il a tenté de faire du mal aux 2 plus jeunes. Mais Robert l'a interrompu, ce qui a mené aux violentes entailles retrouvées sur son corps. La police pensait que Hansen avait ensuite étranglé les 3. Les preuves physiques suggéraient qu'ils avaient été à l'intérieur d'une grange, du foin étant retrouvé dans leurs poumons et les liens étant cohérents avec des cordes d'écurie. Des marques correspondaient également au tapis de sol d'un break Packard, une voiture liée à Hansen et à son associé, Silas Jane. Jane, une figure puissante dans le monde équestre, aurait ordonné l'incendie de la grange pour protéger sa réputation, et non celle de Hansen. En 1995, 40 ans plus tard, Hansen a été jugé. Les témoignages de personnes qui ont déclaré qu'il avait avoué au fil des ans ont convaincu le jury. Il a été condamné à une peine de 2 à 300 ans de prison. Sa condamnation a été annulée en 2000, mais lors d'un second procès en 2002, il a été de nouveau reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Hansen est mort en 2007 à l'âge de 74 ans, sans jamais admettre sa culpabilité. Pour le détective Jack, qui a porté l'affaire toute sa carrière, cela a apporté une certaine conclusion. Mais pour les familles, la douleur d'avoir perdu 3 jeunes garçons n'a jamais disparu. Le 16 avril 1960, à McAllen, au Texas, Irene Garza, une institutrice de 25 ans en 2e année de primaire, a quitté la maison de ses parents ce samedi soir-là. Elle se rendait à l'église catholique du Sacré-Cœur pour se confesser. C'était la nuit précédant Pâques. Irene était admirée dans sa communauté. Elle avait été élue Miss All South Texas Sweetheart en 1958 et reine du bal de Pan American College. Elle travaillait avec les enfants pauvres de McAllen et était active dans la Légion de Marie. Cette nuit-là, Irene n'est jamais rentrée chez elle. Au début, ses parents ont pensé qu'elle était restée pour la veillée pascale, mais à 3 heures du matin, sans aucune nouvelle, ils ont signalé sa disparition. Ce qui a suivi a été la plus grande recherche bénévole jamais vue dans la vallée du Rio Grande. Quelques jours plus tard, son sac à main, sa chaussure et son voile de dentelle ont été retrouvés le long d'une route. Le 21 avril, son corps a été découvert dans un canal à plusieurs kilomètres de là. L'autopsie a révélé
qu'elle avait été battue, étouffée et agressée alors qu'elle était inconsciente. Des ecchymoses marquaient son visage, mais l'eau avait effacé la plupart des preuves. Près de son corps, les enquêteurs ont trouvé un visionneur de diapositives avec un cordon noir. Il appartenait à un homme, le père John Bernard Fate. Fate était un prêtre visiteur de 27 ans au Sacré-Cœur, la même église où Irène était allée cette nuit-là. Il était la dernière personne connue à l'avoir vue vivante. Des paroissiens se sont rappelés par la suite de choses étranges. La file d'attente pour la confession de Fate avançait lentement et il a quitté le sanctuaire plusieurs fois. D'autres prêtres ont vu des éraflures sur ses mains après la messe de Pâques. Fate a affirmé qu'il avait cassé ses lunettes et s'était coupé en grimpant par une fenêtre. Il a même échoué à un test polygraphique, bien que les résultats aient été jugés non concluants. En coulisses, les responsables de l'église ont exhorté la police à le laisser tranquille. Dans les années 1960, accuser un prêtre était presque impensable. Quelques semaines plus tôt, une autre femme, Maria America, avait été attaquée dans une autre église. Fate a admis avoir été présent mais a nié toute implication. Il a été inculpé, mais le procès s'est terminé sans verdict. Pour éviter un autre procès, il a plaidé non-contestation pour agression aggravée et a payé une amende de $500. Après cela, Fate a été envoyé dans un monastère au Missouri. Un moine nommé Dale Tacchini s'est vu confier la tâche de conseiller Fate car il avait tué quelqu'un. Avec le temps, Fate a admis avoir agressé une femme et mis fin à la vie d'une autre. Tacchini a gardé le silence, estimant qu'il ne lui appartenait pas d'informer les autorités. Fate a ensuite déménagé à Yemen Springs, un centre de traitement pour prêtres au Nouveau-Mexique. Il est devenu membre du personnel, approuvant les affectations d'autres prêtres, y compris de prêtres qui ont plus tard agressé des enfants. Dans les années 1970, Fate a quitté la prêtrise, s'est marié, a déménagé à Phoenix et a vécu tranquillement. En 2002, plus de 40 ans plus tard, Tacchini s'est enfin manifesté. À peu près au même moment, un autre prêtre, Joseph O'Brien, a admis que Fate lui avait avoué avoir mis fin à la vie d'Irène. Pourtant, en 2004, un grand jury a refusé de l'inculper après que des témoins clés n'aient pas été appelés. La famille d'Irène a refusé de laisser l'affaire mourir. Sa parente, Noémie Ziegler, a réclamé des réponses pendant des décennies. En 2014, Ricardo Rodriguez s'est présenté au poste de procureur de district, promettant de rouvrir l'affaire. Il a gagné et en 2015, l'enquête a repris. En 2016, Fate a été arrêté en Arizona à l'âge de 83 ans. Malgré sa mauvaise santé, sa caution a été fixée à $1 million. Il a plaidé non coupable et l'affaire a traîné. Finalement, en novembre 2017, le procès a commencé. Les procureurs ont présenté les preuves, les objets près du corps d'Irène, les histoires de Fate, les éraflures, l'échec au polygraphe et ses propres aveux. Ils ont demandé 57 ans de prison, 1 an pour chaque année qu'il avait vécu en liberté. Le 7 décembre 2017, Fate a été reconnu coupable. Le lendemain, il a été condamné à la prison à vie. Il est mort en 2020 à l'âge de 87 ans. Près de 60 ans plus tard, la famille d'Irène Garza a enfin obtenu justice. La jeune institutrice, reine de beauté et fille qui n'est jamais rentrée chez elle, a été honorée et la vérité n'a plus pu être enterrée. Le 15 janvier 1980, à Gresham, en Oregon, Barbara May Tucker, 19 ans, étudiante en commerce au Mount Hood Community College, se rendait à son cours du soir. Barbara était décrite comme intelligente, gentille et pleine d'énergie. Cette nuit-là, cependant, elle n'est jamais arrivée en classe. Le lendemain matin, des étudiants se rendant sur le campus ont trouvé son corps près d'une zone boisée, à côté d'un parking, entre Kane Road et l'école. Elle était partiellement dévêtue, il faisait froid, et ses blessures montraient des signes d'une violente agression. Le médecin légiste a plus tard confirmé qu'elle avait été agressée et battue à mort. Des témoins se sont souvenus d'événements étranges survenus cette nuit-là. Une personne a vu une femme avec le visage ensanglanté courir hors des buissons, agitant les bras pour demander de l'aide. Une autre a entendu des cris. Quelqu'un d'autre a rapporté avoir vu 2 silhouettes se déplacer au loin, tandis qu'une autre a aperçu un homme se cachant près du parking. Les preuves suggéraient que Barbara avait tenté de se défendre et de s'échapper, mais personne n'est arrivé à temps pour l'aider. Les détectives ont cherché des réponses, mais l'affaire est restée non élucidée. Des preuves physiques avaient été collectées, y compris des échantillons prélevés lors de l'autopsie. Mais en 1980, la technologie ADN n'existait pas. Sans suspect et sans lien avec Barbara, les enquêteurs avaient peu d'éléments sur lesquels s'appuyer. Puis, en 2000, une avancée s'est produite lorsque le laboratoire criminel de la police de l'État de l'Oregon a pu créer un profil ADN à partir des preuves conservées. Mais lorsque le profil a été comparé à la base de données nationale, il n'y a eu aucune correspondance. L'affaire a de nouveau stagné. Plus de 2 décennies plus tard, en 2021, le laboratoire Parabon Nanolabs a rejoint l'enquête. L'entreprise utilise la généalogie génétique, comparant les informations génétiques non seulement aux bases de données criminelles, mais aussi aux arbres généalogiques. Ceci Moore, la généalogiste principale de Parabon, a déclaré qu'un détail en particulier ressortait. L'ADN du suspect indiquait fortement la présence de cheveux
cheveux roux, le résultat le plus certain qu'elle ait jamais vu. Cet indice a permis de réduire les recherches. Le traçage des lignées familiales a mené à un homme de l'Oregon, Robert Arthur Plimpton, alors âgé de 56 ans, vivant à Troutdale. Au moment de la mort de Barbara, Plimpton n'avait que 16 ans. Il n'avait jamais été lié à Barbara, les détectives ont commencé à le surveiller discrètement. Finalement, ils ont recueilli un morceau de chewing-gum qu'il avait jeté. Les tests ont montré que l'ADN correspondait aux preuves de 1980. Le 8 juin 2021, la police a arrêté Plimpton devant chez lui. Il a été inculpé de meurtre au premier degré et de plusieurs chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. Son procès a commencé en 2024, sous la supervision de la juge Amy Bayo. Les procureurs ont présenté les preuves ADN et ont fait témoigner des témoins de 1980, dont l'un a affirmé avoir vu un homme emmener Barbara hors de la zone boisée. Un autre s'est souvenu de quelqu'un qui se cachait dans les buissons. Les sœurs de Barbara, Alice Joan et Suzanne Perry, ont assisté au procès après plus de 40 ans d'attente. La défense a soulevé des doutes. Les témoins avaient décrit un homme plus proche de la taille de Barbara, environ 1,82 m, tandis que les dossiers de Plimpton indiquaient 1,75 m. Ils ont également fait valoir que les vêtements de la victime n'avaient pas été testés pour l'ADN, ce qui aurait pu fournir plus de contexte. Le tribunal n'a pas pu non plus confirmer si l'agression avait eu lieu avant ou après sa mort, donc ces chefs d'accusation n'ont pas été retenus. Le 15 mars 2024, la juge Bayo a statué que les preuves montraient que Plimpton avait mortellement battu Barbara. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de 4 chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. Il continue de clamer son innocence et prévoit de faire appel. La famille de Barbara a pleuré en entendant le verdict. Alice a déclaré « Nous sommes ravis que cela ait enfin été résolu. Barbie était une petite fille spéciale, brillante, pétillante et attentionnée. » Suzanne a ajouté à quel point il était difficile de savoir que Plimpton avait vécu en liberté à proximité pendant des décennies. Plimpton a été condamné fin 2024. Il risque la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. L'affaire de Barbara Tucker est maintenant la plus ancienne affaire non élucidée résolue à Gresham, en Oregon, grâce à la généalogie ADN moderne et à un morceau de chewing-gum jeté. Le 9 février 1979, dans le sud de la Californie, Esther Gonzalez, 17 ans, a quitté la maison de ses parents à Beaumont et a commencé à marcher vers la maison de sa sœur à Banning. C'était un court trajet qu'elle avait fait de nombreuses fois, mais cette fois-ci, elle n'est jamais arrivée. Esther était la 4e d'une fratrie de 7 enfants. Elle était calme, gentille et très proche de sa sœur Elisabeth, qui n'avait qu'1 an de plus qu'elle. Comme Esther ne conduisait pas, elle se déplaçait généralement à pied entre les maisons de la famille. Cette nuit-là, alors qu'elle marchait, quelqu'un la regardait. Le lendemain matin, le 10 février, les adjoints du shérif du comté de Riverside ont reçu un appel étrange. Un homme a affirmé avoir trouvé un corps sur le bord de l'autoroute 243 près de Banning, enseveli sous la neige. Il a donné peu d'informations et n'a pas voulu dire si la victime était un homme ou une femme. Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Esther Gonzalez. Elle avait été agressée et battue avant que son corps ne soit laissé dans le froid. Il n'y avait pas de témoins et pas de caméra. La seule piste était l'étrange appel de cet homme non identifié. Les enquêteurs ont travaillé pendant 5 jours jusqu'à ce qu'il retrouve l'auteur de l'appel. Son nom était Lewis Randolph Randy Williamson, un vétéran du corps des marines. Son casier judiciaire ne montrait aucune condamnation pour des crimes violents, bien qu'il y ait eu des accusations dans le passé. En 1979, les tests ADN n'étaient pas disponibles, donc les enquêteurs avaient peu d'outils. Ils ont demandé à Randy de passer un test polygraphique. Il a accepté et a réussi. Cela l'a disculpé. Randy a poursuivi sa vie. Des années plus tard, il a déménagé en Floride, ne faisant jamais face à des accusations pour des crimes violents. En 2014, il est mort de cause naturelle. Pendant plus de 4 décennies, l'affaire d'Esther est restée non élucidée. Sa famille a porté la douleur et les questions sans réponse. En 2019, le comté de Riverside a formé une unité spéciale pour les affaires non élucidées. Le cas d'Esther s'est démarqué car les enquêteurs avaient encore un échantillon biologique récupéré de son corps. Cet échantillon avait été entré dans la base de données ADN nationale des années plus tôt, mais aucune correspondance n'avait jamais été trouvée. Maintenant, la technologie avait progressé. Les détectives ont envoyé les preuves à Aram Inc., un laboratoire au Texas spécialisé dans la généalogie génétique, une méthode qui compare l'ADN à de grandes bases de données familiales pour retracer les parents possibles d'un suspect. Les analystes ont comparé les preuves et ont commencé à reconstituer le puzzle. Les résultats ont désigné Randy Williamson. En 1979, il avait seulement été disculpé par un test polygraphique, pas par l'ADN. Comme il était décédé en Floride, les enquêteurs se sont tournés vers son autopsie. Un échantillon de sang de son autopsie de 2014 était toujours conservé. Les autorités de Floride ont travaillé avec
avec les détectives californiens pour le libérer pour analyse. Quand l'analyse est revenue, elle était concluante. L'ADN de Randy Williamson correspondait à l'échantillon prélevé sur le corps d'Esther en 1979. Le même homme qui a appelé la police en se faisant passer pour un témoin était le coupable. Il s'était retrouvé face à face avec les enquêteurs, avait réussi leur test et avait ensuite vécu les 35 années suivantes sans conséquence. On ne sait toujours pas si Randy connaissait Esther ou l'a choisie au hasard. Bien qu'il y ait eu des allégations d'agression dans son passé, aucune n'a abouti à des condamnations, ce qui signifie que son ADN n'a jamais été entré dans les bases de données des forces de l'ordre, ce qui lui a permis de ne pas être détecté pendant des décennies. En 2024, les autorités du comté de Riverside ont confirmé que Williamson était le principal suspect. La famille d'Esther a été immédiatement informée. Elizabeth Gonzalez, maintenant âgée de 64 ans, a déclaré aux journalistes que si la famille ressentait un soulagement, il y avait aussi une tristesse, à savoir que Williamson ne ferait jamais face à un procès. Son frère Eddie a remercié publiquement les détectives, déclarant que la famille avait enfin une conclusion. Les enquêteurs ont ajouté que la généalogie génétique est maintenant l'un des outils les plus puissants pour résoudre les affaires anciennes, surtout lorsque les preuves traditionnelles font défaut. Ils demandent également au public si quelqu'un d'autre a pu être victime de Williamson. Esther Gonzalez avait 17 ans lorsque sa vie a été fauchée pendant une promenade. Il a fallu 45 ans pour que la vérité soit découverte. Mais à travers des décennies d'attente, une chose n'a jamais changé. Elle n'a jamais été oubliée.